Comment peut-on prouver que le courant circule depuis la Terre? Parce que la Terre, c'est un énorme condensateur, pour ainsi dire. Et si nous ne détectons pas de courant électrique, alors il n'y a pas d'usure non plus. Bonjour chers spectateurs, nous vous accueillons à nouveau dans notre studio de podcast. Et aujourd'hui, notre invité est Victor Tenoff. Nous allons continuer à aborder les sujets les plus importants et intéressants concernant les technologies. Victor, bonjour. Bonjour chers amis. Bonjour Alexandre. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être votre invité et je répondrai volontiers à vos questions. Eh bien, si c'est avec plaisir, alors commençons sans tarder. La première question que j'aimerais aborder concerne le sujet de la mise à la terre. C'est une partie très importante de tout le mécanisme, disons, de toutes les technologies, car elle est responsable de la restauration. Parlons donc peut-être de la façon dont la technologie de la mise à la terre est organisée. Commençons par le tout début, par la façon dont nous en sommes venus à la mise à la terre et pourquoi il est nécessaire de l'utiliser. Mais encore une fois, ce n'est pas nous allons revenir à Yuri Stepanovich Rybnikov. C'est lui, dans ses expériences. Et d'ailleurs, il ne serait sans doute pas inutile de parler de cette expérience, car tout cela a été prouvé expérimentalement et est utilisé. Alors commençons par un rappel historique. Oui, un rappel historique. Yuri Stepanovich Rybnikov, lorsqu'il développait son tribogénérateur, ou plutôt non pas un tribogénérateur, mais un dispositif de pulvérisation triboélectrique, avait pour tâche de créer un appareil capable d'appliquer de la peinture en poudre sur les éléments à peindre. Si vous pouvez intégrer dans le cadre des images pertinentes dont je vais parler, cela aidera les spectateurs à mieux comprendre le concept. Donc, lorsqu'il faisait passer des poudres fines, c'est-à-dire des particules extrêmement petites et légères, à travers le tribogénérateur, à travers le dispositif de pulvérisation triboélectrique, il a découvert, de façon assez surprenante, qu'un courant électrique continu était généré. S'il ne le dirigeait pas vers la Terre, ce courant, d'abord, il recevait des décharges électriques, et ensuite, le système cessait de fonctionner. Il arrêtait de charger la poudre, pour ainsi dire, et elle ne se déposait plus sur la pièce. Il a donc mis à la terre son dispositif de pulvérisation triboélectrique, et le système a commencé à fonctionner. Il n'était plus électrocuté, d'une part, et d'autre part, il obtenait des valeurs allant jusqu'à 200 mA de courant électrique, et la poudre se fixait alors sur la pièce. Mais, encore une fois, la fixation n'était pas aussi solide qu'il l'aurait souhaité. La pièce était suspendue dans la chambre de pulvérisation, la poudre était appliquée dessus, le nuage de poudre se déposait sur la pièce, mais dans certains coins, dans des endroits difficiles d'accès, elle adhérait mal. C'est pourquoi il a eu l'idée de mettre cette pièce à la terre. Pourquoi? Parce qu'il a réfléchi. S'il envoie l'électricité excédentaire à la terre, cela signifie que les particules de poudre sortent avec une charge insuffisante, elles atteignent la pièce, et si elle est mise à la terre, en théorie, les charges électriques de la Terre devraient recharger cette particule, et ainsi elle s'y fixerait grâce à elle, c'est-à-dire, en d'autres termes, il pensait que la mise à la terre de la pièce pourrait permettre aux particules de poudre, qui n'avaient pas suffisamment de charge électrique en arrivant, de recevoir une charge supplémentaire provenant de la Terre elle-même, ce qui améliorerait leur adhérence à la surface de la pièce, même dans les zones les plus difficiles d'accès, là où l'adhérence était auparavant insuffisante ou problématique. En compensant le manque. Tu ne livreras pas, Héroïde a le manque. Alors il a essayé de le faire et ça a marché, la poudre a commencé à tenir, elle s'est vraiment fixée. Même si on secouait la pièce, si on la jetait ou quoi que ce soit, la poudre ne tombait plus. Donc ces forces, disons, magnétiques, pour que ce soit plus clair, les forces magnétiques, oui, elles maintenaient la poudre. C'est comme si on frotte un bâton contre de la laine et qu'on le rapproche de petits bouts de papier, il s'y colle. Là, c'est le même principe, exactement le même système, sauf que le tribogénérateur, le dispositif triboélectrique, jouait le rôle du bâton et la pièce à peindre, reliée à la terre, jouait le rôle du papier et la poudre s'y collait pour ainsi dire. C'est alors qu'il a eu l'idée, pourquoi ne pas mesurer? Eh bien, puisque il s'est dit que le courant circulait jusqu'à la pièce, oui, et que ça ne s'aimantait pas. Il s'est demandé comment vérifier cela, comment prouver que le courant circule depuis la Terre comme il l'a pensé. Il s'est dit, je vais installer un micro-ampèremètre, c'est-à-dire un appareil, un dispositif qui peut mesurer et indiquer qu'un courant circule, qu'il y a bien un passage de courant. Il a donc placé un micro-ampèremètre exactement entre la Terre et la pièce.
Et lorsqu'il appliquait la poudre, l'appareil enregistrait effectivement un courant électrique, oui, mais il a aussi dû vérifier cela sur le dendrographe de Paul. Cette expérience montre bien qu'un courant circule depuis la Terre vers les particules de poudre et les fixe grâce à ses charges électriques. Et la charge électrique a la propriété d'attirer, de faire tourner et de repousser. D'attirer, de repousser et de faire tourner. Autrement dit, ce sont des propriétés électromagnétiques. Oui, c'est pour que ce soit clair. Voilà. Il a vérifié, oui, effectivement, le courant circule, mais il y a encore un autre point ici. La particule de poudre, donc, qui passe à travers le tribogénérateur. Ici, vous voyez, tout est interconnecté, donc on ne peut pas se contenter d'une seule chose, comme la mise à la terre. La particule de poudre qui passe à travers le tribogénérateur, à travers le dispositif de tribopulvérisation, elle cède ses charges. On lui arrache littéralement ses charges, pour ainsi dire. C'est comme si on prenait des pommes et qu'on les envoyait par un fil à la terre. Si on ne les envoie pas à la terre, on se prend des décharges électriques. Donc là, on mesure, le courant circule environ 200 mA, plus ou moins. Ainsi, comme on a retiré les charges de la particule, cela s'appelle l'usure. L'usure de la matière. La particule de poudre est devenue usée. Alors, comment prouver qu'elle s'est usée? peut-être qu'elle perd justement, en raison de certains facteurs, ses propriétés magnétiques d'aimantation. Non, au contraire, c'est justement grâce à cela qu'elle s'aimante. Si elle ne perdait pas ses charges, elle se repousserait. C'est là tout l'essentiel. Oui, voilà, elle les charge. Comme elle perd des charges électriques, elle s'use. Comment savoir qu'elle est usée? Pour cela, il existe une autre expérience que Yuri Stepanovich a réalisée sur le dérivotographe de Paul. C'est une méthode thermique d'étude de la matière. C'est-à-dire qu'il a pris une certaine quantité de poudre, l'a fait passer à travers un dispositif de tribodispersion, il l'a simplement fait passer sans la fixer sur une pièce, il l'a juste fait passer et l'a récupérée. D'accord? Et il a pris de la poudre qui, en quelque sorte, n'était pas passée. Et cette méthode thermique a montré que les particules de poudre qui ont été passées à travers le tribogénérateur, si vous montrez les graphiques, ce serait bien d'afficher l'image. On voit alors que la particule s'enflammait ou subissait une sorte de fusion. En tout cas, oui, c'était comme si elle prenait feu. Plutôt que la particule de poudre qui n'avait pas été passée, c'est-à-dire que la poudre qui avait été passée s'enflammait plutôt que celle-ci, de quelques degrés Kelvin, oui, de quelques degrés. Et après que la particule ait été déposée sur la pièce, cette particule de poudre qui traverse le tribogénérateur se dépose sur la pièce, et là encore, on revient à cette méthode thermique. Oui, elle déjà a presque le même nombre de degrés d'inflammation que la poudre qui n'a pas été passée, c'est-à-dire qu'elle retrouve... Voilà comment cela a été prouvé. Oui, elle se régénère, mais la régénération atteint environ 85%. Voilà, c'était la commande, c'est la preuve directe que la substance s'use, que en fait ce n'est pas seulement que la substance s'use, mais que l'usure de la substance est un phénomène électrique, et s'il y a des pertes de charge électrique lors du déplacement, nous enregistrons un courant électrique. Si nous déplaçons une surface sur une autre, peu importe qu'il s'agisse de poudre ou de corps solide, oui, et nous enregistrons alors un courant électrique, alors il y a usure. Et si nous n'enregistrons pas de courant électrique, alors il n'y a pas d'usure. Voilà tout. Et le circuit de mise à la terre s'est avéré très important. Un point très important dans notre station, c'est le tribogénérateur, un élément essentiel pour notre fonctionnement. Et nous avons découvert un point, plus nous, ici, il n'y a que 2 câbles pour le récupérateur. Plus nous ajoutons de câbles au récupérateur, plus la quantité de poudre récupérée sera importante, ce qui signifie que l'efficacité du système augmente également. Donc cela a aussi de l'importance? Oui, cela. A de l'importance, bien sûr. C'est pourquoi le circuit de mise à la terre, il faut absolument le réaliser selon toutes les règles, selon toutes les normes. Mais sur un navire, notre centrale électrique ne fonctionnera pas car il n'y a pas de mise à la terre. Et dans un vaisseau spatial, cela ne fonctionnera pas non plus. Là, il faut utiliser une technologie nucléaire avancée quelconque. Il faut déjà autre chose, oui. Oui, en gros, c'est ça. Genre quelque chose comme
des métaux de terre rares comme l'uranium, etc. Voilà, c'est justement à propos de la mise à la terre. On pourrait penser, bon, la mise à la terre, c'est la mise à la terre. Oui, mais il s'avère que c'est une chose extrêmement importante. Et la régénération de la poudre se fait à 85%. Mais si nous pouvions obtenir une régénération de la poudre à 100%, ce serait déjà, disons, une machine perpétuelle. Eh bien, même ainsi, Même 85%, c'est déjà énorme. Bien sûr, nous obtenons quand même de l'électricité moins chère que ce que nous avons actuellement. Même dans nos maisons, cela reste avantageux. Et si l'on prend en compte le fait que dans certains endroits, par exemple dans certains pays d'Afrique, il y a des villages, des localités où il n'y a pas du tout d'électricité, pour eux c'est tout simplement un salut. Acheminer l'électricité précisément, disons, par des fils, des câbles, c'est très coûteux et cher. Eh bien, il vaut mieux installer une centrale électrique là-bas, peut-être un complexe de centrales, et ensuite distribuer l'électricité à partir de là. Voilà si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr, mais j'aimerais approfondir un peu plus ce sujet. Dans le mot « mise à la terre », l'élément clé, c'est la terre. A-t-on envisagé d'autres sources pour la restauration, peut-être de nouvelles substances, des réactions chimiques, des matériaux naturels ou d'autres alternatives? Pourquoi justement utiliser une simple mise à la terre et ne pas recourir à quelque chose de supplémentaire? Eh bien, la Terre, c'est un immense condensateur, pour ainsi dire. La Terre, c'est avant tout un condensateur gigantesque et infini, parce que la Terre est un système fermé. Et on peut en puiser constamment. Et tout y retourne sans cesse également. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser la Terre. Et si nous utilisons, disons, des sources alternatives, eh bien, il faut savoir que celles-ci sont en réalité très limitées dans leur capacité et leur disponibilité. C'est-à-dire, tout le principe réside là-dedans. Tout le principe est justement là-dedans, parce que nous obtenons une restauration gratuite. Et si nous utilisons des sources extérieures, eh bien, ce n'est pas la même chose, c'est trop peu. Par exemple, si nous utilisons des sources pour restaurer des pièces métalliques usées, de grandes pièces, pas des poudres, mais des morceaux de métal, des mécanismes ou autre chose, là, cela sera utile. Oui, si nous connectons une source d'alimentation externe. Mais bien sûr, dans certains modes, il faut tout ajuster car ce n'est pas si simple. Rien ne fonctionnera, il faut tout tester expérimentalement, ajuster, et alors le système fonctionnera. Mais par exemple, il existe des mécanismes de cintrage de tuyaux, qui plient des tuyaux. Supposons que dans les entreprises minières, il y a des équipements qui fabriquent des stries, les soi-disant tubes de passage minier. Ce ne sont pas des tubes complets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés, il y a un joint ouvert. Et là, les rouleaux qui plient ces stries s'usent très rapidement. Il y a de la déformation, de l'usure, et ils s'usent et ils les affûtent constamment. Ils utilisent de l'acier de roulement. Bref, c'est un processus laborieux et coûteux. Voilà, si on applique de l'électricité à ces rouleaux, mais il faut d'abord mesurer combien d'électricité ils consomment. Si on fabrique un appareil qui leur fournit la quantité d'électricité nécessaire, alors il n'y aura plus d'usure. Oui. Eh bien, il y a certains coûts et circonstances liés à cela. Oui, il faudra installer du métal à la naissance, il faudra expérimenter. Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait une grande tension là-bas. Il me semble que certains de nos spectateurs seront maintenant intéressés d'entendre la méthode de restauration et de préservation de l'usure, la création de la résistance à l'usure et à quoi cela sert si on regarde la perspective. Quand les gens comprendront que l'usure est avant tout un phénomène électrique. Alors, à partir de là, on pourra déjà identifier et trouver des méthodes de traitement ou plutôt de restauration. J'aimerais poursuivre le sujet de la Terre. Après tout, nous ne pouvons pas parler de l'espace maritime, de l'eau ou de l'espace cosmique. Nous parlons de la Terre. La présence de différentes impuretés dans le sol a-t-elle une influence quelconque? C'est-à-dire, par exemple, cette Terre est très fertile, c'est-à-dire de l'humus, on peut le dire ainsi, ou bien il s'agit d'une région sablonneuse, rocailleuse. La teneur en différents composants dans le sol influence-t-elle l'efficacité de la restauration? Et existe-t-il une notion de terre appropriée pour l'installation d'un conteneur et de terre inappropriée? Oui, cela a une influence à 100%. Cela a une influence à 100%. Eh bien, encore une fois, par exemple, n'est-ce pas? Nous avons fait la mise à la terre chez nous, dans l'atelier. Quand je creusais, je tapais, en général,
nous avons fait la mise à la terre selon toutes les règles comme il fallait. Mais chez nous, l'humidité est élevée, même si le sol est ordinaire, de la terre normale, un peu d'argile, quelque chose comme ça, comme dans la plupart des cas. Mais elle est tellement humide, c'est comme si j'avais presque atteint l'eau en creusant, en fait, oui. Et nous l'avons salée, c'est-à-dire que nous avons saupoudré de sel, et en fait, on n'aurait pas eu besoin de le faire, parce qu'on a créé une sorte de pile. Tu sais, ça a commencé à s'oxyder. Ah oui. Et cette réaction d'oxydation produisait une plus grande quantité d'électricité. Mais ce n'est pas si mal, bien sûr, d'un côté pour la récupération, mais d'un autre côté, la mise à la terre se dissout là-bas, en quelque sorte. Le métal lui-même, c'est pourquoi une réaction chimique indésirable avait lieu. Bien sûr, c'est pourquoi ici, il faut absolument examiner le sol d'abord. En général, c'est le plus ordinaire, que ce soit là-bas ou autre. Si c'est une sorte de terre meuble, un sol, mais ici, le principe principal est qu'il faut creuser au moins 3 mètres pour que vous... Il s'avère qu'il y avait des colonnes, disons, de mise à la terre. Elles doivent mesurer au moins 3 mètres et le circuit doit être relié entre eux, bien soudé. Et une barre doit être amenée vers le haut. Si c'est du sable ou autre chose, tout cela fonctionnera. En principe, ici, il faut tout mesurer. Si la mise à la terre ne convient pas vraiment, c'est-à-dire qu'ici, encore avant l'installation du conteneur, tout cela... Le processus d'étude des mesures est effectué à l'avance. Bien sûr, tout cela se fait. Oui, tout cela se fait, et le conteneur est installé là où c'est favorable, ou bien la mise à la terre peut être amenée là-bas. Je pense que nous avons justement répondu peut-être à la question de certains spectateurs sur la façon dont se déroule la coordination et la préparation du site avant l'installation du conteneur. Peut-être que certains se posaient déjà cette question. Eh bien, j'aimerais aussi aborder un sujet tout aussi important. Avec le mot électricité, le mot sécurité va toujours de pair. Et si nous parlons de restauration, du fait qu'il s'agit d'un cycle fermé, que cela fonctionne de manière autonome, comment la mise à la terre influence-t-elle la sécurité, la stabilité et la durabilité du conteneur et, disons-le ainsi, de toute la technologie, dans sa forme fermée? La mise à la terre, ici, n'influence que la restauration, mais la station elle-même, en ce qui concerne son contenu, est en principe sûre. Qu'avons-nous là? Nous avons un conteneur, enfin, un compresseur. Nous avons un compresseur qui comprime l'air. En fait, même si ce compresseur devenait incontrôlable et commençait à pomper de l'air sans contrôle, alors des réservoirs dans lesquels il finit par arriver, dans ce réservoir, cet air s'accumule. Mais le réservoir commencera à relâcher, il a une valve mécanique, il va simplement relâcher l'air et il ne pourra pas en accumuler davantage. Et la mise à la terre elle-même, nous n'en avons besoin que pour la restauration. Et c'est tout, en principe. Et tout le reste, c'est déjà le tribogénérateur qui fonctionne. Ce qui peut être dangereux dans la station, c'est l'intérieur même du tribogénérateur. Là-bas, il existe certains dangers potentiels. Donc, pour ainsi dire, il vaut nettement mieux qu'une personne non formée n'y touche pas. Si dans le transformateur 3D, c'est plus ou moins sûr parce qu'il est déjà préparé, sécurisé, etc. Alors pour le tribogénérateur, il vaut mieux, s'il fonctionne, ne même pas s'en approcher. Sécurité technique. Principe de la mise à la terre. Elle est nécessaire pour que qu'une partie de l'électricité ne nuise pas au système, mais soit évacuée, ou au contraire, pour qu'elle soit réinjectée. Et comment le processus est-il organisé pour que toute l'électricité ne parte pas, comme on dit, à la poubelle, mais soit renvoyée pour le fonctionnement du système? Ici, chez nous, rien ne part à la poubelle. Chez nous, tout est utilisé pour le fonctionnement du système. Nous avons un système spécial de distribution de l'électricité, c'est-à-dire que bien sûr, nous prévoyons de la perfectionner. Pour l'instant, elle est, issue de l'époque soviétique, disons-le ainsi. Elle est entièrement mécanique, c'est-à-dire que nous faisons nous-mêmes les commutations pour l'instant. Bien sûr, il faudrait tout informatiser pour pouvoir gérer la centrale électrique via une application, etc. Mais je pense que nos amis, comme ce gars Saliji d'Arabie Saoudite, ils ont cette expérience. Et en principe, ils pourraient nous aider là-dessus. Mais sinon, notre centrale électrique, on parle de 16 kW, mais en réalité, elle produit 32 kW et 16 kW sur ces 32 sont utilisés pour le fonctionnement même de la station, pour son maintien en fonctionnement.
de l'auto-approvisionnement. L'approvisionnement, bien sûr, il faut aussi refroidir, il faut aussi isoler si jamais il fait froid, n'est-ce pas? Ensuite, il doit y avoir de l'éclairage, les déshumidificateurs doivent absolument fonctionner, ils sont aussi branchés. Les batteries de secours doivent être rechargées, tout doit fonctionner, le système lui-même dans ses armoires et la distribution. Il ne nous reste que 16 kilowatts que nous donnons aux consommateurs. Et s'il n'y avait pas de consommateurs, alors nous les enverrions simplement dans la terre, c'est tout. Donc il n'y a rien de superflu chez nous, tout est utilisé, tout est connecté à quelque chose, tout sert à quelque chose, voilà. Chers spectateurs, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires, nous essaierons d'y répondre. Aujourd'hui, notre invité était Victor Tenoff et nous avons levé le voile sur les secrets de la technologie. Merci beaucoup, Victor. Oui, merci Alexandre de m'avoir invité. Je viendrai certainement à nouveau chez vous si vous m'invitez, bien sûr. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui et ont regardé notre podcast. N'hésitez pas à écrire vos questions, cela m'intéresse beaucoup. Je les lis et nous y répondrons sans faute. Merci. À la prochaine dans le prochain épisode.